C'est bon. Voilà, bonjour Monsieur Nabil. Comment allez-vous? Oui, enfin plus ou moins bien. Voilà. Écoutez, je vous suis très reconnaissante de bien vouloir nous accueillir et de répondre à des questions pour Arrêt sur Info. Surtout, j'aimerais votre éclairage sur ce qui se passe en ce moment en Syrie et le pourquoi de cet exode aussi massif. L'exode des Syriens tient à plusieurs raisons. D'une part, les gens tiennent à la vie et quand ils voient qu'il y a beaucoup de morts et beaucoup de combats, ils quittent le pays. Deuxièmement, les gens sont là après 4 années et demie de guerre et ils ne voient pas d'issue, ils pensent à leur avenir, ils pensent à l'avenir de leurs enfants et puis ils quittent. Et ensuite, il y a les chrétiens et les autres minorités qui ont peur d'être traités par le Daesh, comme Daesh avait traité les chrétiens de Hasaka et de Mossoul, et donc ils prennent le devant et quittent. Donc il y a plusieurs raisons pour que les gens quittent, mais il n'y a pas que les chrétiens. La majorité des réfugiés qui quittent le pays sont musulmans. Donc les gens quittent pour diverses raisons, mais il y a un exode massif actuellement. Alep se vide petit à petit. Ça a commencé quand cet exode? Parce que je me souviens qu'il y a quelques semaines, je crois, vous m'aviez parlé de ça, que ça a commencé. Avant que les médias n'en parlent, vous m'aviez déjà. Ah oui, 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 C'était oui, quand oui. exactement? Déjà, dès le début de la guerre, les gens qui étaient fortunés, qui avaient de l'argent, avaient quitté. Ensuite, c'était l'élite, les gens diplômés qui voulaient avoir un avenir ailleurs. Et maintenant, dans la dernière année, c'est tout le monde, même ceux qui n'ont pas les moyens de quitter, ben, ils quittent. Ceux qui n'ont pas de moyens légaux pour quitter, ils vont clandestinement. Et parmi les familles que nous aidons, parce qu'elles sont déplacées aux pauvres, il y a beaucoup qui ont quitté clandestinement et on a su qu'ils sont déjà arrivés en Suède, ou en Allemagne, ou en Grèce, ou en Turquie. Donc, il y a un phénomène très important d'exode de la Syrie. Ce matin, sur France Culture, Omar Waman, il a interrogé deux réfugiés syriens qui se trouvent en Turquie, à Bodrum. Et les deux ont répondu qu'ils ont quitté la Syrie parce que l'armée de Bachar el-Assad, un des deux a dit parce que je ne veux pas être enrôlé, c'est une très mauvaise armée. Est-ce votre avis? Je ne pense pas que la majorité des gens qui quittent parce qu'ils ont peur de Bachar el-Assad. Non, la majorité quitte d'abord parce qu'ils fuient les zones de combat. Quand il y a des combats, les gens ne veulent pas être pris entre deux feux et puis ils quittent. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a des gens qui quittent la majorité parce qu'ils en ont marre. Ils sont là. Ils veulent assurer leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Et comme qu'ils voient que la guerre ne cesse pas, donc ils quittent parce qu'ils veulent un meilleur avenir. Maintenant, il est vrai qu'il y a des jeunes qui quittent parce qu'ils ont peur d'être enrôlés dans l'armée pour faire leur service militaire. Et actuellement, parce que l'armée syrienne manque de moyens, quand quelqu'un est appelé pour faire le service militaire qui est de 2 ans, à cause de la guerre, les gens sont gardés beaucoup plus longtemps. Alors, à cause de la guerre, il y a des gens maintenant qui sont à leur 5e année de service militaire. Donc, je connais des jeunes qui ont dit non, 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 on ne veut pas rentrer dans l'armée et rester pour une période indéfinie, donc ils quittent. Donc, ils n'ont pas peur de Bachar el-Assad, ils ont peur de passer des années et des années dans l'armée. Mais la majorité, ce n'est pas peur de Bachar ou de l'armée de Bachar ou parce qu'ils subissent des exactions de la part de l'armée syrienne. La plupart quittent parce qu'ils fuient les combats et veulent assurer un meilleur avenir pour leurs enfants. Oui, mais ils abandonnent leur pays. Ce ne sont pas des vrais patriotes. Ben écoutez, on ne peut pas donner des leçons aux gens. Moi, j'évite maintenant de donner des leçons aux gens. Nous avons des amis très intimes, nous avons des familles que nous connaissons depuis longtemps et que nous aidons depuis des années, qui viennent nous dire, écoutez, on a tenu le coup, on voulait rester en Syrie, mais là, après 4 ans et demi, on veut quitter. Et je pense qu'on n'a pas le droit de les juger, on n'a pas le droit de les condamner, on a le droit que de prier pour eux pour qu'ils arrivent saufs et sains ailleurs. C'est que quand vous pensez aux jeunes couples, c'est surtout les jeunes couples
des gens entre 25 et 40 ans qui ont commencé à s'installer, qui ont commencé à avoir un travail, qui ont commencé à avoir des enfants, et puis tout d'un coup, à cause de la guerre, ils ont perdu leur petit atelier, ils ont perdu leur petit commerce, ils ont perdu leur usine, ils ont perdu leur travail. Ils n'avaient pas d'économie pour pouvoir vivre aussi peu qu'ils ont déjà dépensé, et maintenant, ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas de travail, et ils ont de petits-enfants, ils ont tenu le coup, et je lève mon chapeau pour eux. Ils ont tenu le coup 1, 2, 3, 4, 5 ans, et puis après ils se disent, on ne peut plus, on va quitter. Alors moi je pense que c'est très humain, on ne peut pas les juger. D'accord, mais il y a des gens comme vous qui restent. Et oui, je ne veux pas me citer en exemple, ce serait contraire à mon humilité de me citer en exemple, mais moi je reste parce que d'abord je veux aider les gens. Je veux aider les gens qui n'ont pas les moyens de survivre. Donc moi je reste d'abord pour des raisons humanitaires et ensuite pour des raisons patriotiques. Mais moi, je suis dans une situation différente. Je ne me cite pas un exemple parce que j'ai de grands-enfants qui sont mariés, j'ai des petits-enfants. Mes enfants n'ont plus besoin de moi qu'affectivement. Et donc, c'est pas comme un jeune couple qui a de petits-enfants et puis qui n'ont rien connu de la vie que la guerre. Bon, mais maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question des responsabilités. Qu'est-ce qui a conduit à ce désastre? Qui a commencé cette guerre? Parce qu'ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est Bachar el-Assad, que c'est Bachar el-Assad qui est un tyran, etc., etc. Donc, il y a une résistance contre Bachar el-Assad, une révolution. Quel est votre avis? Ben justement, c'est ce que j'ai eu comme discussion dans une interview que j'ai donnée il y a 2 jours avec une radio canadienne, québécoise. Et donc, le journaliste m'a posé des questions très pertinentes et très objectives. Et puis, alors, à la fin, il me dit, bon, qui est responsable? J'ai dit, non, il me dit, vous ne pensez pas que les deux parties commettent des exactions ou des atrocités? J'ai dit, il se peut, nous sommes dans une guerre. Donc, les atrocités de Daesh et des islamistes et des autres groupes comme Nosra et les autres, on les connaît. Maintenant, que vous me dites que l'armée syrienne a fait des dommages collatéraux, qu'il y a eu des tués à cause de l'armée syrienne, c'est possible parce que nous sommes dans une guerre et quand il y a une guerre, il y a des tués. Mais je ne pense pas que l'armée syrienne tue intentionnellement des blessés, des civils, rien que pour les tuer. Alors il termine ce journaliste par la grande question, il dit alors donc vous soutenez ce dictateur de Bachar el-Assad. Alors, moi, je pense que ce genre d'interview et ce genre de pensée n'est pas sain. Parce que je ne suis pas là pour soutenir un dictateur. Moi, je soutiens la Syrie, qui est mon pays. Je soutiens le gouvernement légitime et légal de la Syrie. Et je soutiens le président élu de la Syrie. Alors, je ne suis pas pour Bachar parce que Bachar me plaît. On n'est pas dans un concours ni de beauté ni d'intelligence. On est dans la légalité et on défend notre pays. Alors, il y a un pays qui est en place, millénaire, il y a un régime qui est en place, et puis il y a des gens qui l'attaquent. Alors, c'est tout à fait normal que le gouvernement se défende, et en se défendant, il va y avoir des tués, bien sûr. Donc, je ne dis pas qu'il y a 0 tué à cause des actions de guerre, des actes de guerre de l'armée syrienne, mais je dis que quand l'État est attaqué, il doit se défendre. Donc voilà, vous dites l'État est attaqué. Cela veut dire que ceux qui restent résistent à ceux qui l'attaquent, à ceux qui veulent atteindre votre souveraineté. C'est bien ça? Mais bien sûr, exactement. Quand on pense qu'il y a 80 000 étrangers en Syrie qui combattent au nom de Daesh et de l'État islamique, ben je ne vois pas qu'est-ce qu'ils font ici en Syrie. Ils n'ont qu'à aller faire le djihad dans le pays. Donc l'État est attaqué. L'État est attaqué. Toutes ces interventions étrangères par les pays arabes du Golfe ou par les pays occidentaux, c'est une ingérence dans les affaires syriennes. Bien sûr que l'État est attaqué et par les Occidentaux, et par l'Amérique, et par le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie, et par tous ces mercenaires qui viennent de tous les pays faire le djihad chez nous. Mais le djihad n'est pas une tradition syrienne, on n'a jamais connu ça. Qu'ils aillent faire le djihad chez eux.
Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui maintiennent la thèse qui mettent dos à dos Assad, le président Assad et l'État islamique. Non, non, bien sûr Ils que je sont ne les suis pas deux. d'accord avec cette thèse-là. Le problème avec ces gens-là, c'est que pour eux, il faut soit être contre Assad à 100%, sinon on est à 100% avec Assad. C'est pas là le problème. On ne nie pas que le régime avait des défauts. Et tous les régimes du monde ont des défauts. Donc, même nous, même les Syriens qui défendent actuellement la Syrie, avant qu'il y ait cette guerre, on voulait qu'il y ait davantage de réformes, on voulait qu'il y ait davantage de lutte contre la corruption, on voulait qu'il y ait davantage de liberté. C'est normal. Tous les régimes doivent évoluer et le nôtre évoluait dans les 10 dernières années, évoluait dans le bon sens. Donc, on n'était pas des fans du régime, on n'était pas à 100% avec le régime, on est avec l'État syrien, on voulait que le régime s'améliore, c'est ce qu'il faisait, mais on ne dit pas que notre régime était le meilleur du monde et qu'il était à 100% démocrate et donnait les libertés. Il y avait encore moyen de s'améliorer, et beaucoup, mais on ne veut pas qu'on détruise notre pays et qu'on détruise l'État syrien. Donc, vous parlez de régime et non pas de gouvernement de Bachar Moi, el-Assad. je parle de l'État syrien, de notre D'accord. patrie. C'est la Syrie qui est attaquée. C'est pas Bachar el-Assad qui est attaqué, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait en 4 ans et demi? Ils ont détruit l'infrastructure du pays, ils ont détruit l'économie du pays, ils ont détruit le patrimoine archéologique du pays, ils ont détruit le tissu social du pays. Qui a détruit? Ben, qui a détruit, c'est les groupes armés rebelles qui sont financés, armés et chapeautés par les pays qu'on a cités tout à l'heure. Mais ici, on nous parle de rebelles modérés, on finance les États-Unis, la France a voulu armer ces rebelles modérés, ça continue. Alors, Non, non, il n'y a pas de rebelles modérés. Et tous les rebelles qui sont sur le terrain avec un fusil sont tous des islamistes, tous. Parce que Al-Nusra, non pas Al-Nusra, Daesh est né d'une scission de Al-Nusra. Certains ont voulu faire allégeance à Al-Qaïda, qui est Al-Nusra, et d'autres qui ont voulu faire allégeance à leur calife Al-Baghdadi. Donc c'est le même groupe islamiste. Et les autres petits groupes qui sont des centaines, c'est tous des groupes islamistes. C'est l'armée de Mahomet et l'armée de l'islam et je ne sais pas quoi. Donc sur le terrain, il n'y a pas de rebelles modérés. Il y a peut-être quelques politiciens modérés qui n'ont aucune influence sur le terrain, qui vivent à l'étranger, qui, quand on les entend, on voit que c'est des gens qui tiennent à la Syrie, qui ne veulent pas que l'État syrien soit détruit, qui veulent aboutir à un compromis politique qui sauverait la Syrie, mais ces gens-là n'ont aucune influence sur le terrain. Alors que la majorité des politiciens qui sont dehors, d'une part, n'ont aucune influence sur les groupes armés, et d'autre part, ce n'est pas de vrais Syriens parce qu'ils passent leur temps dans les palaces 5 étoiles turcs et de l'Arabie saoudite à faire des palabres et des réunions et à se réunir avec les agents de la CIA et des services secrets occidentaux. Donc je pense que c'est des vendus, des traîtres qui peut-être au début, peut-être, auraient eu quelques velléités de démocratie, mais maintenant, plus maintenant. donc vous devez ressentir pas mal d'amertume quand vous entendez comment ici en Occident on présente la situation en Syrie. On fait d'Assad le principal coupable, le principal responsable. Même on dit qu'il est pire que l'État islamique et qu'avec lui on ne peut pas, comme le dit la France, discuter et qu'il doit partir. Mais oui, nous ne sommes pas seulement écœurés, nous sommes révoltés par les médias et par l'opinion publique occidentale. Mais moi, je comprends l'opinion publique occidentale parce que pendant 4 ans, on n'a fait que répéter les mêmes mensonges, donc finalement, il les a crus. Et notre devoir est de lutter contre cette désinformation. Maintenant, concernant l'État islamique Daesh, certains occidentaux disent que c'est la création du régime parce qu'elle fait le travail du régime. Moi, je pense qu'au contraire, elle fait le boulot des occidentaux parce que les occidentaux, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent?
disent ah non, non, nous on a Daesh, c'est des barbares, mais nous, c'est pas ceux-là qu'on aide. On aide les modérés. Donc, en créant Daesh, ils ont dit qu'à part Daesh, tout le reste est modéré, alors que tout le reste est aussi fanatique que Daesh, avec une seule différence, c'est que Daesh fait de la publicité à ses atrocités, alors que les autres ne font pas de publicité. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec Laurent Fabius et François Hollande quand ils disent que Daesh, c'est une création de Bachar el-Assad parce qu'il a libéré des prisonniers extrémistes en 2011 et que c'était sa volonté, justement, de faire en sorte que ces gens se développent de cette façon. Oui, enfin, vous savez comme moi que tous les politiciens sont des menteurs, et Fabius est le plus grand menteur. Et d'ailleurs, il dit des absurdités. Je connais plein de Français qui ont honte que leur ministre des Affaires étrangères ait dit les phrases que Fabius a dites dans le passé. Moi, je pense que ce n'est pas une création de l'État syrien ou du président syrien, c'est une création des Occidentaux pour faire de Daesh un repoussoir pour montrer que les autres sont démodérés par rapport à Daesh. Parce que s'il n'y avait pas Daesh, on aurait considéré que tous les autres groupes sont des islamistes. D'ailleurs, c'était le cas. 90% du premier conseil national syrien était tenu par les frères musulmans. Alors, on a changé le nom des frères musulmans, on en a fait Al-Nusra. Ensuite, c'est devenu Daesh pour que les autres soient acceptables. Alors, il y a Al-Nusra, Daesh qui fait comme repoussoir. Donc, Al-Nusra, qui selon Laurent Fabius fait du bon boulot, pour vous, c'est un groupe terroriste inquiétant. Mais bien sûr. Ben écoutez, prenez Alep. Ceux qui font souffrir les Alepins, ceux qui nous coupent l'eau. Parce que pendant un mois, on n'a pas eu une goutte d'eau. Une goutte d'eau, vous vous rendez compte, une ville de 2 millions d'habitants avec tous les gens dans la rue, avec des bouteilles en train de remplir de l'eau des robinets qui sont dans les rues. Alors, ceux qui nous coupent l'eau, ceux qui nous coupent l'électricité, c'est pas Daesh. Daesh n'est pas Alep. Ceux qui entourent Alep, c'est Al-Nusra. Donc, ceux qui font souffrir les Alepins et donc qui commettent des crimes contre l'humanité selon la Convention de Genève, c'est Al-Nusra. Et tout le monde sait, ceux qui sont au courant de la politique syrienne, savent que Daesh est né d'une scission de Al-Nusra et que les deux sont des islamistes fanatiques, mais la seule différence, c'est que les deux font les mêmes atrocités. Mais Daesh fait de la publicité en mettant ça sur les médias, alors que Al-Nusra fait les mêmes atrocités, mais sans publicité. J'aimerais bien alors que vous nous dites si ces atrocités ont commencé récemment avec l'État islamique ou si, selon vous, qui vivez en Syrie, elles ont commencé dès le début. Non, les atrocités ont commencé dès le début. On n'avait peut-être pas les égorgements de gens comme fait Daesh, mais les kidnappings, les meurtres, les assassinats en plein milieu de la ville, les voitures piégées, les kidnappings contre rançon, tout ça existait dès le premier jour. Pendant les 2 premières années de la guerre, quand on sortait de la maison, on regardait à droite et à gauche avant de monter en voiture, avant de fermer la porte de l'immeuble, parce qu'on avait peur qu'on nous kidnappe, soit pour nous tuer, soit pour avoir une rançon. On avait peur de voitures piégées, les gens étaient assassinés sur les routes, etc. Maintenant, c'est devenu plus sûr à l'intérieur des villes, plus sûr relativement. Mais avant, il y avait les mêmes atrocités, mais bien avant Daesh. La seule différence, c'est que maintenant Daesh égorge les gens et met ça sur Facebook. Monsieur Nabil, alors, quand par exemple, au début, en 2012, au début de l'attaque des groupes terroristes contre Alep, c'était l'été 2012, vous vous souvenez, il y a eu une ribambelle de journalistes qui ont débarqué, qui sont entrés en Syrie clandestinement, accompagnés par des services spéciaux, etc. Et quand vous avez entendu ce qu'ils disaient, vous avez dû être révolté, parce qu'ils prenaient le parti des rebelles à ce moment-là, de ce qu'ils disaient les rebelles, les révolutionnaires, de l'ASL. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, M. Filiou maintient qu'il y a une révolution, des révolutionnaires qui combattent les forces du gouvernement Assad à Alep.
Oui, mais ça, c'est de la blague. C'est des gens qui sont achetés ou qui n'ont pas de conscience. Parce que moi, je connais aucune personne à l'aide, soit qui vient me voir dans mon cabinet, soit dans mes relations, soit dans mon travail humanitaire, aucune personne qui me dit, qui pense que ce qui se passe en Syrie est une révolution qui va nous amener plus de liberté, plus de démocratie. C'est évident pour tous les Syriens que ce n'est pas une révolution. Dès le début, on le savait. Maintenant, peut-être qu'au début, certaines personnes ont cru à la révolution, peut-être les 10 premiers jours, peut-être. Mais c'est pas vrai. C'était pas une révolution pour nous amener plus de démocratie et tous les Syriens sont convaincus. Et d'ailleurs, tous les gens que je connais me disent Kharabou Betna. Kharabou Betna, c'est-à-dire ils ont détruit notre maison. Ça veut dire qu'ils ont détruit notre avenir. Et quand je leur dis qui ça ils me disent ben, ceux qui ont fait les troubles en Syrie, ceux qui ont causé tout ça. Et alors il y a personne en Syrie qui est satisfait de ce qui se passe parce que tout le monde a perdu. Ceux qui avaient des commerces, de l'industrie qui travaillaient à cause du tourisme n'ont plus de travail. Ceux qui avaient des appartements, des propriétaires, ils ont vu que les immeubles étaient détruits. Et donc, tout le monde a perdu quelque chose, à part ceux qui ont perdu des êtres chers. N'oubliez pas qu'il y a jusqu'à maintenant 250 000 tués, qu'il y a peut-être autant d'amputés, autant de blessés. Et 80% de la population d'Alep ne vit pas chez elle, c'est des déplacés. Oui. Combien de millions sont déplacés à l'intérieur de la Syrie, dans les zones gouvernementales? On dit qu'il y a 8 millions de déplacés. 8 millions sur une population de 23 millions qui ne vit plus chez elle. C'est grave, ça, c'est grave. Et tous ces gens-là ne mettent pas la faute au gouvernement, ils mettent la faute à ceux qui ont commencé les troubles. Ce qui veut dire qu'ils sont à la charge du gouvernement. Pardon? Ces 8 millions qui sont déplacés à l'intérieur du gouvernement, ils sont à la charge du gouvernement syrien et non pas de l'UNHCR, etc. Ils n'ont pas d'aide. Non, il faut nuancer. Non, il faut nuancer parce que les déplacés qui vivent même dans les zones tenues par l'État syrien reçoivent des paniers alimentaires des ONG. Et donc, parmi les ONG, il y a la Croix-Rouge internationale. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a le Croissant Rouge syrien, et il y a le Haut Commissariat pour les réfugiés. Il y a sur le terrain en Syrie, que ce soit à Damas et même à Alep, des bureaux du Haut Commissariat pour les réfugiés, de l'UNICEF, de la Croix-Rouge internationale, à part les bureaux du Croissant Rouge syrien. Et tous ces organismes donnent des paniers alimentaires aux déplacés qui sont des deux côtés. Mais comme 90% des déplacés vivent du côté gouvernemental, donc ils reçoivent de l'aide. Et à part les organisations internationales, il y a toutes les ONG locales, dont la nôtre, qui aident les gens aussi à survivre. Oui, donc j'ai oublié de vous présenter en disant que vous êtes médecin et toujours en action à Alep. Oui. Mais alors, j'aimerais bien maintenant clarifier un point. La manière avec laquelle les journalistes, les mainstream, les journalistes du Monde, envoyés spéciaux, notamment Sébastien Faure de la télévision suisse romande, est venu lui aussi pendant cette période où Alep était attaqué et on a diabolisé Bachar el-Assad à partir de ce moment-là en disant que ces gens étaient là pour vous sauver. J'aimerais bien que vous me puissiez dire, ces gens ont menti. Ces gens n'ont pas dit la vérité. Bien sûr qu'ils n'ont pas dit la vérité. Attendez. Là, c'est la française, dis-lui que t'appelles dans 10 minutes. Oui. C'est le téléphone qui sonne. C'est une ancienne ministre française de la Santé qui me contacte parce qu'elle voudrait aider certains Syriens à survivre. Alors, elle a eu un premier contact et maintenant, elle m'appelle de nouveau. C'est ça qui est bien. C'est une ancienne ministre, elle ne correspond pas à l'image qu'on se fait de... Non, une ministre de l'ère Mitterrand, elle était ministre il y a 30 ans. D'accord.
c'était un autre temps. Ah oui. Bien. Alors, nous avons été interrompus au sujet tous ces envoyés spéciaux qui sont venus, dont vous avez vu les reportages, où on montrait des choses horribles qu'on attribuait à Bachar el-Assad. Parce Mais que oui, mais oui, les mais rebelles leur disaient, voilà ce qu'ils ont fait, voilà tout. Ils montraient des blessés, ils disaient que c'était l'horreur de, de, de vivre sous Bachar el-Assad. oui, en fait, ce qu'ils font, ces journalistes, d'abord, ils ne vont que du côté des groupes armés rebelles. Et là, ils vont voir, bien sûr, des immeubles détruits. Bien sûr, ils vont voir des hôpitaux où il y a des blessés. C'est une guerre, donc il y a forcément des blessés. Et donc, ils vont voir ce côté de la Syrie. Ils ne viennent pas du côté tenu par l'État syrien pour voir aussi qu'il y a là beaucoup de tués, beaucoup de blessés, beaucoup d'immeubles détruits et bon, beaucoup de souffrance. Donc, première chose. Deuxièmement, c'est des gens qui manipulent les photos. On sait très bien que dans beaucoup d'articles, on nous montre des photos en principe de Syrie, mais finalement, on constate que c'est des photos prises dans d'autres guerres, dans d'autres pays. Et puis finalement, il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Il y a même des journalistes qui ne vont pas sur place et puis qui prétendent avoir été. Donc, l'information est vraiment biaisée. Et ce n'est pas à l'honneur des journalistes tout cela. Oui, mais vous dites qu'ils vont dans les zones chez les rebelles, mais la radio-télévision suisse romande dit qu'ils ne peuvent pas venir en Syrie côté gouvernemental. Est-ce que Si, c'est ils faux? peuvent venir en Syrie. Ils peuvent venir en Syrie, non qu'à faire une demande de visa et puis ils peuvent l'obtenir. Enfin, moi, je ne suis pas facilitateur pour leur obtenir un visa, mais je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus en Syrie, certains même sans visa. Il y a beaucoup qui sont venus même à Alep, et puis on a été étonnés de les voir là. Ils nous ont dit, oui, on a pris le visa à la frontière terrestre avec le Liban, on a pris le visa à Damas, et puis ils sont rentrés. Donc je ne pense pas qu'il y a de problème pour obtenir un visa. Donc, il est bien clair que pour vous, la responsabilité de toute la souffrance que vous avez en Syrie, de la misère et la souffrance qui a poussé tous ces gens maintenant à l'exode, elle n'est pas due à la politique de Bachar el-Assad et à son armée. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle est due à ceux qui ont commencé les troubles en mars 2011 et à tous ceux qui les ont armés et financés. Maintenant, il faut toujours nuancer un peu. Moi, je ne dis pas que le régime est un ange, je ne dis pas que Bachar el-Assad est un ange. Bon, et il y a toujours eu des défauts au régime, il y a toujours des choses à améliorer, mais, la faute principale n'est pas due au régime, ni au gouvernement, ni à l'État syrien. Donc les responsables, c'est ceux qui instrumentalisent les groupes terroristes et qui les financent. Mais est-ce que l'Occident aussi n'est pas grandement responsable de la souffrance des Syriens, puisqu'il a immédiatement coupé toute relation avec le gouvernement et imposé de nombreuses sanctions qu'il a renouvelées, qui ont fait que ces sanctions ont jeté par terre l'économie de la Syrie et coûté des milliards? Exactement. Les gouvernements occidentaux portent une très grande responsabilité, mais ça, on le sait, tout le monde le sait. Je ne suis pas en train de dire quelque chose de vraiment original. C'est des gouvernements qui sont responsables de ce qui se passe en Syrie. Mais oui. D'ailleurs, tous les Syriens sont révoltés, surtout par l'attitude de la France, parce qu'ils considéraient que la France était un pays ami. Et tout le monde pense à l'époque de De Gaulle. Ils se disent si De Gaulle était là, il n'aurait pas fait ça, mais que avec Sarkozy et Hollande, la France, pauvre France, elle a des présidents minables qui sûrement reçoivent des leçons et des directives d'ailleurs pour appliquer la politique qu'on connaît vis-à-vis de la Syrie. Monsieur Nabil, les gens, les populations, les citoyens ici, maintenant ce sera ma dernière question, ne sont pas conscients que l'Occident est autant impliqué dans la souffrance des Syriens, notamment par les sanctions qui ont ruiné la Syrie.
Mon pays est neutre et il a participé de ces sanctions. Il a coupé tout contact avec la Syrie, il a fermé son ambassade. Donc, ça prouve bien que si la Suisse a suivi cette tendance, c'est qu'elle ne savait pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ce qui est ahurissant. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a une grande faute au gouvernement. Maintenant, la population, l'opinion publique, elle suit la tendance et puis elle est très émotive. Vous avez vu comment, à cause du cadavre de ce petit garçon, tout le monde maintenant est révolté et veut faire quelque chose pour les réfugiés. Moi, depuis qu'il y a eu cette photo qui est apparue dans les médias, quotidiennement, je reçois des emails et des coups de téléphone d'associations ou d'individus qui veulent aider les réfugiés syriens. Donc, l'opinion publique est très influençable. Il suffit d'une photo ou d'une annonce pour l'influencer. Et donc, quand on dit à cette opinion publique que le président est un tyran qui massacre son peuple, et quand on l'a répété ça pendant des années, donc l'opinion publique va croire. C'est comme moi, si je ne suis pas au courant de la situation d'un pays lointain, disons en Afrique, et que je lise dans le journal tous les jours que le président de ce pays est un tyran, ben, au bout de 1 ou 2 ou 3 ans, je vais le croire. Et quand on va parler de ce président, je vais avoir le réflexe de dire, mais bien sûr, c'est un tyran. Donc, moi, j'excuse l'opinion publique. La faute, c'est aux politiciens et aux médias, aux journalistes qui n'ont pas d'éthique. Monsieur Nabil, vous êtes admirable. J'admire votre posture et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de Syriens comme vous en Syrie, qui restent en Syrie et qui vont continuer de soutenir leur armée et défendre la souveraineté de leur pays. Je vous remercie infiniment et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci.